Ici, la voix de l'Amérique. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide avec vous, ravi de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui en ce lundi 20 juillet 2020, à la une de l'actualité ce soir. Des barricades érigées dans la périphérie de Bamako après une médiation infructueuse, au moment où les Maliens attendent que les chefs de la contestation, mais aussi le camp présidentiel, se prononcent sur la suite des événements imprévisibles après des semaines de tensions et des affrontements meurtriers entre manifestants et forces de l'ordre. Les défis d'une nouvelle épidémie d'Ebola en terrain difficile en République démocratique du Congo. La maladie se répand à nouveau alors que l'OMS redoute le sous-financement de la riposte dans un pays également touché par la pandémie de Covid-19, la rougeole et le choléra. Une campagne présidentielle pas comme les autres ici aux États-Unis, meeting porte-à-porte chez les électeurs, convention, le coronavirus a bouleversé la donne et a contraint les rivaux Donald Trump et Joe Biden à repenser leur stratégie. En Côte d'Ivoire, le parti présidentiel RHDP se dit en faveur de la candidature à un troisième mandat du président Alassane Ouattara. C'est du moins le sentiment qu'a exprimé Adama Bictogo, le secrétaire exécutif du RHDP, après le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a été choisi pour défendre les couleurs de ce parti à la présidentielle d'octobre prochain. Adama Bictogo a indiqué que le chef de l'État devrait lui-même annoncer sa décision dans les prochains jours. Si Alassane Ouattara se présente à nouveau, il devra faire face à son ex-allié Henri Konan Bédié, qui a dirigé la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999. Écoutez quelques réactions dans ce micro-trottoir réalisé à Abidjan. Moi, je peux dire que d'une part, on ne va pas dire que le bilan est carrément positif, même s'il est un peu positif, mais au moins il y a quelques problèmes au niveau social. Maintenant, concernant son troisième mandat, bon, qu'est-ce que moi je pourrais dire là-dessus? Je pourrais dire simplement que ce n'est pas nécessaire. C'est mieux qu'il donne la place juste à quelqu'un d'autre qu'il puisse soutenir. Pour moi, je pense que pour qu'il y ait une élection paisible, il faut que M. Alassane Ouattara se retire de la candidature. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'il veut passer un troisième mandat. Car comparé aux autres présidents, le président Alassane Ouattara a été un bon exemple pour la jeunesse ivoirienne et aussi pour la population ivoirienne même en général. Voilà. Bon, moi je ne crois pas, concernant la nouvelle génération, moi je ne crois pas que la nouvelle génération puisse prendre le relais, voilà, pour développer le pays. Parce que M. Alassane Ouattara a fait plus que les autres présidents qui sont venus. Quand on voit ce qu'il a fait et ce qu'il a dit va faire, il n'a pas tout mis ça sur une table. Il a sauté les étapes. Donc, moi, mon avis, je veux qu'il laisse la place aux jeunes pour qu'ils puissent mieux gérer le pays. La difficulté, c'est quoi? On ne peut pas en même temps dire que l'ancienne constitution prend fin et qu'on célèbre une nouvelle constitution. Et pendant ce temps, on est là, on se dit, les mandats qu'on a pu faire par le passé, c'est comme si on remettait le compte à rebours à zéro. On peut être d'accord avec ce fait. Mais en même temps, la personne qui est présidente, pendant que la nouvelle constitution est votée, elle est sur quelle base? Au nom de quoi elle est présidente, cette personne-là? Sur la base de l'ancienne constitution. Par rapport à une élection qui s'est passée bien avant que la nouvelle constitution ne soit votée. En ces termes-là, vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Il y a une certaine inconséquence. Dans cette même partie de l'Afrique, au Mali, des opposants au président Ibrahim Boubacar Keïta ont érigé une demi-douzaine de barricades à Bamako aujourd'hui, au lendemain d'une médiation ouest-africaine qui a échoué à sortir le pays de la crise socio-politique qu'il traverse depuis début juin. De la capitale malienne, le point avec Kassim Traoré.
La désobéissance civile a été relativement respectée à Bamako, avec des pneus brûlés et des barricades dressées par endroits. Dans la capitale, la circulation était très difficile le matin. La mobilisation de ce matin, c'est appliquer la désobéissance civile sur toute l'étendue du territoire et demander à la jeunesse de sortir massivement pour que ce régime puisse dégager. La désobéissance civile est suivie par plusieurs jeunes Maliens à travers la ville. On est dans la lutte là aujourd'hui, c'est pour dire au peuple malien de sortir aujourd'hui pour manifester leur mécontentement. Ce qui se passe dans le pays aussi, aujourd'hui, n'est pas caché aux yeux de tout le monde. On est là aujourd'hui pour revendiquer nos droits. Il y a des gens qui ont été assassinés, tués par des militaires. La majorité présidentielle félicite la CEDEAO pour sa médiation. Nous avons pris acte. Nous saluons ces efforts qui ont été accomplis par la CEDEAO, dont nous sommes membres. Aujourd'hui, il s'agit du Mali, aujourd'hui, il s'agit de la paix dans notre pays, il s'agit de la stabilité dans notre pays. Il s'agit que les enfants de ce pays se retrouvent pour sauvegarder l'essentiel. Cette manifestation fait suite à la médiation de la CEDEAO, dont les recommandations ont été rejetées par les M5 RFP. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique. On vous le disait la semaine dernière, la 11e épidémie de fièvre hémorragique Ebola en République démocratique du Congo se répand dans la province de l'Équateur, ce qui provoque les premiers signaux d'alarme avec des craintes sur le montant et l'usage des fonds alloués à la lutte contre le virus. Blanche Sanou pour les détails. Pour les autorités sanitaires sur place, l'épidémie en RDC se propage du centre urbain de Bandaka au village éloigné environnant dans les forêts le long du fleuve Congo, dont certains ne sont accessibles que par canoë ou véhicules tout-terrain. Actuellement, il y a au moins 6 aires de santé qui sont touchées. Donc on essaie un peu de voir comment on doit faire face à ça. Les responsables de l'OMS s'inquiètent du fait qu'en raison des crises sanitaires de la rougeole et du nouveau coronavirus, il pourrait y avoir un manque de financement pour l'épidémie d'Ebola. Il y a maintenant 56 cas et cela est très préoccupant, d'autant plus qu'elle dépasse maintenant l'épidémie précédente dans cette zone qui a été fermée et contrôlée à un total de 54 cas. Certains cas sont localisés dans des zones reculées entourées de forêts tropicales, exigeant des capacités et des ressources supplémentaires pour la riposte. Les responsables sanitaires ont lancé une campagne de vaccination, comme cela a été fait dans l'est de la RDC, où 2 vaccins expérimentaux ont été largement déployés et plus de 320 000 personnes avaient reçu le vaccin. Au jour d'aujourd'hui, on a plus de 8 000 vaccinés et on espère qu'on va continuer à offrir le vaccin aux personnes les plus à risque et leurs contacts afin de couper la chaîne de transmission le plus vite que possible. La République démocratique du Congo fait face à une épidémie de rougeole qui a tué plus de 6 000 personnes depuis le début de l'année 2019, ainsi qu'à des poussées récurrentes de choléra et de paludisme. Le pays est également aux prises avec le nouveau coronavirus. Les partenaires et donateurs de la RDC tentent de mobiliser les fonds nécessaires comme l'une des réponses adéquates à ces épidémies. Dans l'actualité également, l'ex-président soudanais Omar el-Béchir comparé devant une cour spéciale demain à Khartoum où il risque la peine de mort pour son coup d'État de 1989 contre le gouvernement démocratiquement élu du Premier ministre Sadek al-Mahdi. Il s'agit d'un procès inédit dans le monde arabe car jamais l'auteur d'un putsch réussi n'avait été jugé dans l'histoire récente. Omar el-Béchir sera dans le box des accusés avec 10 autres militaires et 6 civils, parmi lesquels ses anciens vice-présidents Ali Osman Taha et le général Bakri Hassan Saleh. Le Soudan s'est également engagé à livrer Béchir à la CPI, la Cour pénale internationale, pour qu'il soit jugé pour crimes de guerre et génocide dans le cadre du conflit au Darfour. Le point maintenant sur le coronavirus en Afrique. Au Zimbabwe, plus de 100 000 personnes ont été arrêtées pour infraction aux mesures de confinement depuis fin mars dernier pour lutter contre la propagation de la maladie Covid-19. La police zimbabwéenne se dit perturbée par le nombre de personnes qui sont arrêtées pour non-port du masque, déplacements non essentiels et rassemblements interdits.
Elle appelle la population à minimiser les effets de la pandémie. Le pays a enregistré jusqu'à présent 1478 cas de contamination, dont 25 mortels. Pour sa part, l'Afrique du Sud, pays le plus touché sur le continent, a passé la barre des 5000 morts hier. Le nombre de cas de contamination s'élève maintenant à plus de 364 328. Le ministre sud-africain de la Santé, Zweli Mnisi, a imploré ses concitoyens de respecter les gestes barrières, se disant extrêmement inquiets du relâchement. La course à la recherche d'un remède contre la maladie Covid-19 a entraîné un regain d'intérêt pour des plantes comme l'Artemisia annua, également connue sous le nom d'absinthe douce. Les herboristes du continent africain développent leur propre traitement en utilisant cette plante pour produire des substances afin de lutter contre la pandémie du coronavirus. Blanche San. Lorsque Madagascar a mis en vente son remède autoproclamé à base de plantes pour le Covid-19, plusieurs pays africains ont passé des commandes malgré les avertissements de l'Organisation mondiale de la santé selon lesquels son efficacité n'était pas prouvée. Des pays comme la Tanzanie, la Guinée équatoriale, la République démocratique du Congo et le Libéria ont été parmi les premiers à recevoir gratuitement des milliers de doses de Covid-19 organiques. Permettez-moi de dire au peuple de Madagascar, vous avez fait de nous des Africains fiers. Vous avez rendu l'Afrique fière parce qu'à présent, ce pays apporte une solution à un souci mondial. Nous avons toujours été habitués à ce que ce soit l'Europe ou l'Occident qui apporte des solutions à nos problèmes. L'agronome belge basé à Dakar, Pierre Van Damme, gère la production de pilules et de sachets de thé à base d'Artemisia sous le label Lion Vert. Au début du corona, on a remarqué vraiment déjà une augmentation et c'était beaucoup plus, on va dire, les Sénégalais aisés et aussi les expatriés. Et ensuite, quand le président a fait son annonce, là ça a vraiment été un boom. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé complètement débordé. On s'est retrouvé à une production de 3-4 000 paquets par mois, à devoir produire 2 000 paquets par jour. Et on n'arrivait même pas à satisfaire la demande. Latif Adetoye, un mécanicien qui vit avec sa famille à Lagos au Nigeria, cultive diverses herbes dans sa cour et a mis au point sa propre décoction anti-coronavirus. Il est convaincu qu'un remède Covid-19 relativement bon marché et accessible existe déjà localement, ce qui, selon lui, peut aider à réduire les frais médicaux pour les millions d'Africains qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts. Tous ces médicaments occidentaux que nous prenons, ils ont commencé quelque part. Nous faisons de notre mieux pour que nos médicaments aussi fonctionnent chez nous. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher ailleurs. Dieu nous a donné toutes ces feuilles et toutes ces racines pour nous guérir. Selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, le véritable problème de l'Afrique est le manque de tests disponibles. Au 7 juillet 2020, seuls 4200 tests ont été effectués par millions de personnes à travers le continent. Dans le monde, la pandémie de Covid-19 continue de se propager ou reprend dans de très nombreux pays. La pandémie a fait plus de 606 000 morts, plus de 14 728 000 cas d'infection ont été répertoriés sur la planète. Les États-Unis demeurent le pays le plus touché avec plus de 140 000 décès pour plus de 3,7 millions de cas et connaissent depuis plusieurs semaines une flambée des infections dans certaines parties du pays. Nous restons en Amérique. Le président Donald Trump a de nouveau rejeté un dernier sondage, le montrant en difficulté face à son rival démocrate Joe Biden. C'était lors d'un entretien diffusé hier sur Fox News. Le président républicain a refusé de dire qu'il accepterait les résultats sortis des urnes, répétant son inquiétude sur d'éventuelles fraudes favorisées selon lui par le vote par correspondance. Le président Trump a également déclaré que Joe Biden était incapable d'aligner deux phrases à la suite, mais invité par le journaliste Chris Wallace à préciser s'il considérait son adversaire sénile. Le locataire de la Maison-Blanche n'est cependant pas allé jusque-là.
Et pour parler de la campagne présidentielle américaine elle-même, la pandémie de coronavirus entrave les rassemblements. Les équipes de Donald Trump et de Joe Biden doivent trouver d'autres modes de communication pour faire passer les messages des deux rivaux électeurs, comme nous allons le voir dans ce reportage de Patsy Widakusrahwa, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche. Le récit est de Lionel Gaïma. Le président Donald Trump est désormais un candidat à l'offensive, avec un message attaquant son adversaire. Les rassemblements électoraux sont reportés à cause de la pandémie. Donald Trump s'appuie sur des annonces et des événements présidentiels pour faire pression sur le candidat démocrate présumé, Joe Biden, qui est en tête des sondages. Ce fut le cas lors de l'annonce mardi dernier à la Maison-Blanche de la politique chinoise. Biden s'est rangé à maintes reprises avec la Chine contre l'Amérique. Pareil, mercredi 15 juillet, lors d'un autre événement sur les infrastructures à Atlanta. Biden est heureux d'enliser les projets dans des tracasseries administratives. Nous voulons faire construire les choses. Avant Trump, les anciens locataires de la Maison-Blanche ont utilisé ce qu'on appelle la stratégie de la roseraie, du nom du jardin de roses de la Maison-Blanche, où le président prononce certains discours. Cette stratégie consiste à prendre pour prétexte les événements médiatiques de la Maison-Blanche pour souligner les réalisations d'une année électorale. Mais si vous utilisez un événement comme celui-ci, ou une conférence de presse censée être une annonce officielle sur Hong Kong, et au lieu de cela, vous prenez 90% du temps pour attaquer votre adversaire politique, ce n'est pas la façon dont les choses étaient faites par les présidents précédents. Joe Biden, de son côté, adopte une approche plutôt minimaliste en faisant le moins dans l'espoir de recorter le plus. Il limite le voyage de campagne, les conférences de presse et campe dans sa maison de l'État du Delaware. En fait, limiter l'exposition de Biden tout en laissant Trump sous les feux de la rampe a été très efficace parce que Trump ne cible pas toujours son message. Il a souvent trébuché sur des erreurs et tenu des propos pouvant être très efficacement utilisés contre lui. Le dernier sondage de l'université Quinnipiac donne à Biden une large avance avec 52% d'opinion favorable contre 37% pour Trump. La campagne de Biden dépense moins en publicité que Trump, se limitant à des messages plus sobres. Je vous le promets, je ne ferai pas dans la peur et la division. Les annonces publicitaires de l'ancien président mettent en avant la nécessité d'unir le pays en ces temps de crise. Je ne vous abandonnerai pas. Nous sommes tous dans le même bateau. Comme pour suggérer que Trump ne le fait pas. Regardez Le Monde aujourd'hui sur un programme de VOA Afrique, un programme présenté en direct et en télétravail. N'allez nulle part ailleurs, nous revenons dans quelques petits instants. Avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Icônes, héros, géants, les hommages se sont multipliés après la mort vendredi dernier de John Lewis, militant emblématique de la non-violence et des droits civiques aux États-Unis. Ancien compagnon de route de Martin Luther King et membre du Congrès américain depuis 1986. Il est décédé à l'âge de 80 ans. Retour sur la vie de cet homme qui a marqué la lutte pour les droits des Africains-Américains. Récit d'Ili Dikou. John Lewis, vétéran de la lutte des Afro-Américains, a mené toute sa vie une bataille acharnée contre la discrimination raciale. Il a été battu par la police et arrêté une vingtaine de fois lors de protestations non violentes.
Cette ville, ce pays est en deuil. Nous avons perdu une icône qui était une personne très accessible et se souciait des gens. Cela est révélateur de la façon dont il a mis sa vie au service de ce pays. Né en Alabama en 1940, John Lewis est devenu à 21 ans l'un des plus jeunes Freedom Riders, voyageurs de la liberté, qui ont combattu la ségrégation dans le système de transport américain au début des années 60. Il était également le plus jeune meneur de la marche sur Washington en 1963, au cours de laquelle Martin Luther King a prononcé son fameux discours « I have a dream ». 2 ans plus tard, John Lewis a failli succomber sous les coups de la police sur le pont Edmund Pettus à Selma, en Alabama, où il menait une marche de plusieurs centaines de militants pacifiques contre la discrimination raciale. Il avait eu le crâne fracturé. Il défendait les droits de tous, pas seulement des Afro-Américains. Il a été un leader exceptionnel, non seulement pour la ville d'Atlanta, mais pour tout le pays en tant que membre du Congrès. C'est une icône depuis les années 60. Je voulais que mon fils puisse venir lui rendre hommage et saluer l'héritage de John Lewis. John Lewis a servi comme élu de l'État de Géorgie depuis 1986. En 2011, Barack Obama lui avait décerné la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile américaine. En juin dernier, malgré la maladie, il a fait son retour à Washington en pleine tourmente après la mort de George Floyd aux mains de la police à Minneapolis pour participer à la mobilisation antiraciste du mouvement Black Lives Matter. Il est fidèle au rendez-vous comme chaque lundi. Arzuma Compaoré nous rejoint pour Afrotech. Bonsoir Arzuma. Bonsoir Jacques et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Afrotech. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de Nelly Chatu Diop. C'est une Camerounaise d'origine qui vit à Bordeaux et qui est PDG d'une compagnie de technologie, Ijara. Donc avec elle, nous allons découvrir un peu son environnement et ses passions, mais aussi parler d'African Tech, bien entendu, de blockchain, de de data et aussi d'intelligence artificielle. Ne quittez pas, c'est maintenant. Bonsoir Nelly Chatu Diop, comment est-ce que vous allez? Très bien. Alors, intelligence artificielle, blockchain, data, autant de termes qui sont familiers dans le monde dans lequel vous évoluez. Vous êtes la cofondatrice et CEO de Ijara. C'est quoi Ijara? Donc, Ijara, c'est une fintech. La vision que j'ai pour Ijara, c'est de permettre à tout le monde, n'importe où en Afrique, de pouvoir créer, accroître et protéger sa richesse. Aujourd'hui, gagner de l'argent, on sait faire, que ce soit dans l'informel ou dans des métiers beaucoup plus cadrés avec un salariat traditionnel. Par contre, transformer cet argent en richesse qu'on peut passer à ses enfants, en richesse générationnelle, c'est le pas qu'on n'a pas encore réussi à faire. Donc en démocratisant l'investissement, en s'appuyant sur des techniques de blockchain, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple pouvoir proposer à tout un chacun en Afrique de pouvoir investir pour 10 000 francs CFA dans une action Facebook. Parce que avec la combinaison de la technologie, on a réussi à faire ce qu'on appelle une tokenisation, un fractionnement de cette action, et plutôt que finalement d'être uniquement consommateur de l'application, si vous l'aimez tant que ça, investissez et profitez de la valeur de l'application, parce que vous, en tant que client, vous contribuez à cette valeur-là, mais vous n'en bénéficiez pas juste en l'utilisant. Donc, achetez des actions. Posséder 0,1% de son épargne en Bitcoin, c'est pas énorme, on peut se permettre de perdre. Le potentiel est incroyable. Et je pense que tout Africain devrait se saisir de cette opportunité qui nous est donnée. On va vivre le plus grand transfert de richesse que le monde ait connu grâce à ces technologies-là. Et j'ai à cœur de faire en sorte que les Africains ne ratent pas le train cette fois-ci. Alors, en termes simples, comme on dit chez nous en layman terms, c'est quoi quand vous parlez de blockchain et de Bitcoin? La blockchain, finalement, c'est pour tout un chacun, on vend, on fait son livre de compte, on sait ce qu'on doit, on sait ce qu'on nous doit. La blockchain, finalement, c'est un livre de compte aussi, mais qui est diffusé sur plein d'ordinateurs dans le monde, de telle façon que si mon livre de compte à moi
est altéré. Je sais qu'il y a une copie chez vous, Azuma. Je sais qu'il y a une copie peut-être chez votre cousin en Allemagne et la copie est la même. Donc ça permet aussi, et au-dessus de cela, on a mis des codes un peu cryptographiques pour pouvoir permettre de sécuriser tous ces échanges-là qui se font entre énormément d'ordinateurs connectés. Internet a permis le transfert de l'information grâce au fait qu'on peut avoir un livre de compte qui est ouvert, qui est transparent, qui est public, qui est vérifiable par tout le monde. On va pouvoir permettre le transfert de la valeur. Parce qu'évidemment, une fois que je vous ai dit que je vous ai envoyé un bitcoin, je ne peux pas dire que je l'ai encore, puisque tout le monde est témoin de la transaction. Je ne peux pas ruser et me rajouter ce bitcoin ensuite sur mon livre de compte à moi. En tant qu'Africain, il faut réaliser qu'on est à la 4e révolution industrielle technologique. Les 2 premières, on était en tant qu'Africains esclaves. La 3e, on était colonisés. Et là, c'est la première où nous sommes des hommes libres et on peut prendre le train à la même vitesse que les autres. Et moi, je rêve d'une Afrique qui s'affranchit enfin de tout ce passé compliqué pour se dire je pars d'une clean slate, je suis au même niveau que tout le monde. Et je peux faire encore mieux que tout le monde parce que moi, j'ai beaucoup plus de difficultés à surmonter. Et c'est quand on surmonte le plus de difficultés qu'on se renforce et qu'on est plus endurant et qu'on y arrive. Évidemment, je ne suis pas angélique, je sais qu'il nous faut des financements, mais il y a énormément d'écosystèmes, il y a énormément d'organisations, il y a même énormément de personnes qui sont disposées aujourd'hui à aider l'Afrique à accomplir cela. Mais demandons-leur de nous apprendre à pêcher et arrêtons de leur demander de nous donner des poissons. Je crois que c'est bien noté. Et c'est ici que se referme Afrotech de cette semaine. Je vous retrouve lundi prochain pour encore plus de tech sur le continent et partout ailleurs dans le monde. Merci bien, Azuma Compaoré. Eh bien oui, effectivement, on vous retrouve lundi prochain, mais vous n'allez nulle part ailleurs puisque on va vous retrouver dans le sujet qui suit. Cap sur la Côte d'Ivoire, à Abidjan, une ONG a installé une station intelligente de lavage des mains à l'entrée de l'un des marchés les plus animés de la ville. La station peut indiquer la quantité d'eau restante dans le réservoir, mais surtout, elle compte le nombre de personnes qui se lavent les mains. Une information jugée précieuse pour lutter contre le nouveau coronavirus. Azuma Compaoré. Financé par le gouvernement suisse, l'ONG My Dream for Africa Foundation a eu l'idée d'ajouter des capteurs spécifiques aux stations de lavage des mains. Ces capteurs permettront non seulement aux réservoirs de ne jamais être à court d'eau, mais collecteront également des données indiquant si les populations se lavent les mains pendant la crise sanitaire. Ces stations de lavage de mains ont quand même des caractéristiques assez particulières. C'est que ce sont des stations de lavage de mains qui sont intelligentes. Ça veut dire que vous avez des bornes digitales qui permettent de savoir la quantité d'eau à chaque moment et qui nous permettent aussi de pouvoir ravitailler la station. Et ça permet aussi de voir quelles sont les personnes qui se lavent les mains, le nombre de personnes. Toujours selon M. Touré, les données analysées devraient permettre aux responsables de savoir si les gens suivent des mesures sanitaires pour lutter contre le nouveau coronavirus, les aidant à rediriger leur message si nécessaire. L'objectif de l'ONG est de rendre les stations de lavage des mains disponibles dans les 10 municipalités d'Abidjan. Il faut dire que cette station va avoir beaucoup d'importance parce qu'elle est située à l'entrée du marché. Et sur le marché de Benjerville est le plus grand marché de la ville qui reçoit en moyenne 500 personnes qui entrent et qui sortent de ce marché jour. Pour la population, cette initiative est à saluer. Cette maladie, c'est trop fort. On n'a jamais vu ça en Afrique, du monde entier. Avec un total de moins de 2676 cas et des dizaines de nouvelles infections chaque jour, la Côte d'Ivoire n'a pas encore contenu le virus. Le gouvernement ivoirien a introduit des restrictions liées au coronavirus le 16 mars, notamment la fermeture des écoles et la fermeture partielle de ses frontières extérieures. Il a assoupli certaines de ces mesures au cours des dernières semaines. Et voilà, c'est ici que nous refermons le monde aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Merci de la part de toute l'équipe et merci à mon ami et collègue Sims Lumami, notre producteur à la régie dans la capitale américaine. Et voilà, merci, très belle soirée à vous. C'était Jacques Aristide à Washington. Prenez bien soin de vous. À demain. Merci.